Donc je vais faire une petite introduction avant que l'adjudant Marguen vous donne la principale formation. Donc on connaît souvent la gendarmerie de son côté répressif, hein, sur le bord de la route. On a tous vu des gendarmes, etc. Mais il faut savoir aussi que la gendarmerie développe depuis quelques temps, en son sein, un domaine de prévention qui s'adresse à la fois donc, à la jeunesse, mais aussi aux violences intrafamiliales, etc. Donc on développe une expertise dans la prévention qui permet aujourd'hui à l'adjudant Marguen de vous faire un exposé sur cette fameuse prévention des cambriolages. Juste un petit mot pour terminer cette présentation, vous dire que dans les cambriolages, il n'y a rien d'extraordinaire, ça ne vient pas par hasard. Il y a toujours eu un repérage, il y a toujours eu quelque chose. Les principaux acteurs de votre sécurité, c'est vous-même. C'est des gens prenant conscience quelque part, sans tomber dans la paranoïa, que vous pouvez être un acteur sur votre protection de vos biens et de vous-même. Donc je pense qu'à travers l'exposé que va vous faire l'adjudant, il va vous montrer ça de manière un peu plus approfondie et voir le côté et l'expertise que la gendarmerie peut amener dans ce domaine. Voilà. Bonne soirée. Merci. Alors, bonsoir à tous, moi je suis l'adjudant Marguen, donc vous l'avez dit, référent en sûreté. Alors je m'occupe principalement de prévention de la délinquance, de prévention technique de la malveillance. Je suis venu régulièrement à Saint-Sauveur, en tout cas depuis quelques temps, dans le cadre des protocoles qui ont été mis en place pour la participation citoyenne. Donc vous voyez les petits panneaux avec l'œil. Alors ça s'appelait avant voisin vigilant, hein. On n'appelle plus ça comme ça maintenant, on appelle ça participation citoyenne. Donc c'est nous qui avons mis en place avec le capitaine Singer à Vesoul ce dispositif ici à Saint-Sauveur et dans d'autres communes de Haute-Saône. Et puis je suis aussi un partenaire assez fort des communes dans le domaine de la vidéoprotection. Donc à Saint-Sauveur, vous avez aussi un système de vidéoprotection, comme à Luxeuil d'ailleurs, mais celui de Saint-Sauveur vient d'être installé. Il est en fonction depuis quelques semaines, à peine quelques mois. Donc voilà un petit peu l'étendue des partenariats dont je peux m'occuper au niveau de la prévention technique de la malveillance. Alors ce que je vous propose ce soir, c'est de faire un petit tour d'horizon de la prévention particulière qu'on peut mettre en œuvre vis-à-vis des cambriolages, mais aussi vis-à-vis des arnaques directes, celles que vous subissez chez vous directement sur votre lieu d'habitation, à travers le démarchage, on en a quelques-unes, et puis celles qu'on subit aussi par téléphone, évidemment, puisque de plus en plus les personnes nous signalent des désagréments liés aux appels téléphoniques, j'allais dire répétés, mais on n'est même plus à répéter, là c'est incessant pratiquement, donc on a aussi quelques soucis de ce côté-là. Et puis des arnaques qui seraient faites aussi directement sur Internet. Aujourd'hui, c'est devenu un très grand terrain de jeu, malheureusement qui n'est pas occupé que par des personnes bien intentionnées et qui profitent très souvent de la méconnaissance ou de l'imprudence de certains internautes pour aller chercher des informations dont ils peuvent user après de manière pas très nette. Donc tout ce qui est protection aussi au niveau des emails et puis les réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui ce sont des réseaux qui sont extrêmement développés, qui sont utilisés pratiquement par tout le monde et dont tout le monde ne connaît pas les règles essentielles, notamment dans la confidentialité des informations qu'on peut y mettre et le réglage de ce qu'on peut faire du réseau social qu'on utilise. Alors, la prévention technique de la malveillance, le lieutenant-colonel Leroy vous en a parlé à l'instant, on la développe en gendarmerie depuis quelques années. L'origine de tout ça, c'est les États-Unis et la Grande-Bretagne et le Canada. Et ça prend ses origines dans les années 60 où Jane Jacobs et Ronald Clark, alors Jane Jacobs c'était une philosophe de l'urbanisme et de la construction, et puis Ronald Clark c'est un professeur de l'université de criminologie de Floride, qui se sont penchés chacun à leur tour sur les façons de protéger son habitat avant que les soucis n'arrivent, avant que les vols ou avant que les dégradations n'aient lieu. Et donc ils ont créé un petit peu toutes ces pistes qui permettent aujourd'hui d'organiser un bâtiment, ce qu'on appelle de la protection bâtimentaire, d'organiser un bâtiment
pour éviter qu'ils ne subissent des attaques comme des vols par exemple, ou des cambriolages. Alors Jane Jacobs, principalement, elle s'est penchée sur la protection et la sécurisation des espaces, et puis elle s'est dit que si on durcit la cible, on va forcément éliminer quelques délinquants. On ne les éliminera pas tous, évidemment, mais si on renforce la protection de la cible c'est ce qu'on peut voler, évidemment, on va éliminer des délinquants qui seront peut-être pas des délinquants très chevronnés, qui seront des délinquants d'opportunité, et puis qui vont passer à une autre construction si celle-là, elle est trop difficile à cambrioler. Et puis Ronald Clark, lui, il s'est penché plutôt du côté du délinquant, et il s'est dit que le délinquant, c'était un être rationnel. Son but, un maximum de gains, en un minimum de temps, avec un minimum de risque, bien évidemment, et il va rechercher les cibles les plus vulnérables. Si je passe dans un lotissement, si j'ai envie de cambrioler une résidence, dans un lotissement où il y a 5 maisons ouvertes et où il y en a 12 fermées, il y a quand même très peu de chances que je m'attaque aux 12 qui sont fermées. S'il y en a 5 déjà ouvertes, je vais déjà pouvoir les cambrioler très facilement et très rapidement, et donc on retrouve ce risque minimum du délinquant pour pouvoir aller attaquer cette cible-là. Alors, en gendarmerie, au niveau national, avant la gendarmerie, en 1980, on a commencé aussi à se pencher sur ces questions, principalement en région parisienne. Ce sont les services de police de la préfecture de police à Paris qui se sont penchés sur le problème de la prévention situationnelle ou prévention technique de la malveillance. Et eux, ils ont commencé à se dire que si on veut intervenir, si les policiers et les gendarmes veulent intervenir dans des ensembles bâtimentaires importants, et ça faisait suite évidemment à toute l'éclosion des tours qu'on a vues et des quartiers qu'on appelle aujourd'hui sensibles ou difficiles, si on veut intervenir dans ces bâtiments-là, il faut forcément qu'on y soit aidé aussi. Par exemple, en supprimant ce qu'on appelle les dents creuses. Les dents creuses d'un bâtiment, c'est les renfoncements qu'on peut avoir et qui permettent à un délinquant de s'y dissimuler. Donc ça, c'est des choses qu'aujourd'hui, on élimine des constructions. Et puis, vous aviez aussi, dans les années 70, dans toutes ces constructions, on aimait bien aussi faire des petits ponts entre les bâtiments, entre les immeubles. Sauf qu'un délinquant, quand il voyait arriver les forces de police ou de gendarmerie, qu'est-ce qu'il faisait, lui? Il partait sous le petit pont, là, et on n'y passait pas en véhicule. Donc, on a commencé à se dire que c'était peut-être pas quelque chose de très très bon, et qu'on pourrait peut-être améliorer les choses dès le départ. Dès le départ, repenser les bâtiments pour éviter les cambriolages. Donc, la gendarmerie s'est saisie du dossier de la prévention technique de la malveillance un petit peu plus tard. Depuis 2008, on a aujourd'hui un référent sûreté au minimum par département. On a 2 dans certains départements ou 3 dans les très gros départements. Et puis, on prend en compte donc toute cette dimension de prévention et puis d'aménagement des bâtiments. Alors, il faut savoir par exemple aujourd'hui que pour les grands ensembles immobiliers, par exemple une grosse zone commerciale qui serait en construction à Vesoul, à Lure, à Luxeuil ou ailleurs, à partir d'un certain seuil de surface, pour avoir le permis de construire, le propriétaire va être obligé d'avoir l'avis favorable des services de police ou de gendarmerie. Si on met un avis défavorable, le projet ne peut pas se faire. Le permis de construire n'est pas délivré. Donc on va réfléchir sur les plans qui sont émis, et on va dire, nous ici, ça ne nous convient pas, puisqu'on ne peut pas intervenir, on n'a pas les facilités matérielles pour intervenir, ou ça ne nous convient pas parce que ça permettrait à, par exemple, un terroriste de venir faire une tuerie à cet endroit-là, de regrouper les gens. Donc on a notre mot à dire sur certaines constructions. Alors évidemment, ça ne concerne pas les constructions particulières. Aujourd'hui, quand vous déposez un permis de construire pour votre résidence, on ne demande pas l'avis de la gendarmerie, mais peut-être qu'un jour, je ne sais pas, on verra. Ça sera peut-être un peu compliqué pour toutes les constructions. Alors, un petit film, c'est pas très long, mais qui va vous montrer un petit peu ce qu'on a mis en place depuis quelques temps dans le domaine de la prévention. Vous pouvez augmenter le son juste là. Les cambriolages en pleine recrue.
recrudescence ces dernières années sont devenus un phénomène de société. De nos jours, les voleurs font vite. Ils privilégient ce qui n'est pas volumineux et se revendent facilement. Téléphone, ordinateur, bijoux, argent et carte bleue. Même quand les préjudices ne sont pas énormes, les victimes sont très touchées par la perte sentimentale de bijoux, mais aussi des photos des enfants ou des documents de travail stockés sur le disque dur des ordinateurs volés. Je suis rentrée par un endroit où il n'était pas rentré. J'ai vu en fait en rentrant dans mon cellier que les tiroirs avaient été vidés. Donc j'ai parcouru la maison sans rien toucher et j'ai appelé de suite la gendarmerie. Pour éviter les cambriolages pendant vos absences prolongées, vous pouvez bénéficier de l'opération Tranquillité Vacances. Avant votre départ, vous devez vous inscrire auprès de la brigade de gendarmerie de votre domicile en renseignant un formulaire de demande individuelle. Durant votre absence, la gendarmerie effectuera des patrouilles de surveillance de jour comme de nuit, en semaine et durant le week-end, afin de dissuader les cambrioleurs potentiels. Pour lutter efficacement contre les cambriolages, ces bons conseils vont vous permettre de diminuer les risques. Équipez votre porte d'un système de fermeture fiable, d'un viseur optique, d'un entrebâilleur. Protégez vos fenêtres et ouvertures à l'aide de volets, grilles, barreaux. Un système d'alarme peut vous être utile. Installez éclairage extérieur avec détecteur de présence. Fermez votre porte à double tour lorsque vous êtes chez vous. N'inscrivez pas vos noms et adresses sur votre trousseau de clés. Ne laissez pas vos clés sous le paillasson ou dans la boîte à lettres. Laissez un double chez une personne de confiance. Changez votre serrure si vous avez perdu vos clés. Placez vos bijoux et valeurs en lieu sûr. Les piles de linge sont les cachettes les plus connues. C'est désormais systématique. Chaque tentative de cambriolage fait l'objet d'une recherche d'empreintes, digitales et palmaires, génétiques au cas où le voleur se serait coupé ou aurait abandonné le rideau. Ne fouillez pas partout, ne nettoyez rien, n'effacez aucune trace susceptible de devenir un indice. Certains cambrioleurs utilisent des signes de reconnaissance tracés au stylo, au crayon ou à la craie. Si vous les voyez, recopiez-les sur un papier, effacez-les et parlez-en aux policiers ou aux gendarmes de votre secteur. Régulièrement, la conduite d'enquête judiciaire entraîne de nombreuses arrestations de suspects détenant des matériels susceptibles d'être de provenance frauduleuse. Ces objets matériels sont appréhendés, saisis aux fins d'en établir la provenance, d'identifier la victime et d'en favoriser la restitution. Marque, numéro de série, facture, les victimes de vol sont souvent dans l'incapacité de nous aider à prouver que ces objets leur appartiennent. Si chaque foyer consignait sur un support la liste de ses biens, la probabilité de se les voir restitués en cas de vol doublerait. Lister ces biens de la façon la plus précise possible, c'est relever les marques et références des appareils, conserver si possible les éléments d'identification présents sur les cartons d'emballage, photographier des objets caractéristiques, tableaux, bijoux, sculptures ou bibelots, et réaliser un support de sauvegarde. Si vous êtes témoin d'un cambriolage, n'intervenez pas seul et composez le 17. N'hésitez pas à signaler tout comportement, tout véhicule qui vous paraisse suspect. Vous avez vu qu'on parle bien, c'est important de diminuer les risques. On n'a jamais dit qu'on éviterait tout. Simplement, c'est tous ces petits conseils qui sont donnés en bref, il y en a quand même pas mal qui sont très très importants. Et c'est l'adjonction de toutes ces mesures de prudence qui fait qu'on arrive à faire diminuer les risques. Alors, il y en a certains de ces conseils dont je vous parlais tout à l'heure, durcir la cible. Durcir la cible, c'est avoir une grande difficulté pour les délinquants à rentrer dans l'habitation. Et puis il y a même d'autres solutions, alors qui ne sont pas des solutions mécaniques, on en parlera un petit peu plus tard, qui sont des solutions électroniques ou un petit peu plus technologiques,
qui permettent aussi de se prémunir au maximum du cambriolage. Alors, lister ces liens, je ne sais pas si vous avez entendu, si on listait les liens qu'on a chez soi, on arriverait à avoir quand même 50% de restitution en plus des objets dérobés. Il faut savoir que tout objet qui est dérobé est rentré dans une base nationale qui sert aussi bien aux policiers ou aux gendarmes. Si ici à Luxeuil vous faites dérober une télé, si vous avez pris le soin de noter le numéro de série, évidemment, parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à une télé qu'une autre télé de la même marque et du même type, évidemment. Mais si vous avez pris le soin de noter le numéro de série, il se peut qu'elle soit retrouvée par une brigade de gendarmerie à Bordeaux, à Nice, à Toulouse, à Brest, enfin où vous voulez. Simplement, avec cette base nationale, on va pouvoir savoir où est-ce qu'elle a été volée. Donc ça veut dire qu'on pourra peut-être vous la restituer. C'est une justice qui nous dira si on la restitue ou pas. Enfin, pour une télé, il ne faut pas trop de soucis. En général, c'est restitué. Et puis ça va permettre aussi une deuxième chose, c'est que ça va permettre de confondre la personne qui l'avait chez elle. On ne pourra peut-être pas lui relever le vol, parce que si la personne n'est pas trop bête, elle va nous dire non, vous savez, moi je l'ai acheté sur internet, quelqu'un qui la vendait sur le bon coin, sur un site d'annonce, c'est terminé. Sauf qu'on pourra quand même lui relever le recel, qui est un délit, le recel d'objet volé, et ce qui permettra de le confondre au moins sur le recel. Donc c'est important d'avoir vraiment l'identification des objets. Avec des objets, tout ce qui est bijoux, tout ce qui est œuvre d'art, comme on le disait, tout ce qui est objet précieux, ce qui est bien aussi, c'est d'avoir une photo. Puisque, on verra tout à l'heure, les bijoux sont des cibles prioritaires des délinquants, pour des raisons qu'on expliquera tout à l'heure. Mais souvent, les gens se rappellent qu'ils avaient une bague en or rose avec telle pierre ou telle pierre, mais ce qu'il y a, c'est que c'est assez difficile quand on le décrit comme ça. Alors que quand on a la photo, peut-être que cette bague, elle avait une petite marque placée à un endroit où elle avait quelque chose de particulier. Si on n'a pas pris soin de relever le poinçon, si elle n'était pas marquée. Donc ça peut être important d'avoir une vue vraiment très précise de l'identification d'un bien pour être en mesure à la fois de le restituer et à la fois de comprendre le quand on trouvera l'auteur. Je disais, c'est national, ça marche aussi bien pour la police que la gendarmerie. Tous les jours, on trouve, dans le cadre de perquisitions qui sont effectuées, tous les jours, on trouve des objets dont on n'est pas capable de savoir à qui ils appartiennent. Évidemment, ça c'est un peu problématique. Alors, sur les cambriolages, au niveau national, il y a 382 000 cambriolages, les chiffres ONDRP, c'est l'Office national de la délinquance et de la réponse pénale, donc c'est des chiffres qui sont en libre accès pour tout le monde. 382 000 cambriolages, RP c'est résidence principale. On ne prend pas les... Là j'ai pas pris les résidences secondaires qui sont un petit peu moins touchées maintenant, soit 1 toutes les 83 secondes quand même. On était il y a encore un an à 1 toutes les 90 secondes et il y a 6 mois on était à un cambriolage toutes les 86 secondes. Vous voyez que forcément si ça descend c'est que ça s'accélère, donc c'est qu'il y a plus de cambriolage et pas l'inverse. Il y a plus de besoins. Oui, alors il y a peut-être plus de besoins, on verra après, il y a des causes qui sont un petit peu différentes, qui sont un petit peu diverses, mais c'est vrai que alors depuis 2006, 2006-2012, une grosse augmentation, une grosse envolée du nombre de cambriolages. Et puis là, on est un petit peu sur un rythme qui se ralentit un petit peu, un toutes les 83 secondes quand même. Mais l'augmentation n'est plus aussi phénoménale qu'entre 2006 et 2012. Vous direz, là on a déjà un rythme qui est quand même déjà bien élevé. Alors, les cambriolages de résidence principale, forcément, on a des causes de cette augmentation depuis 2006. Et principalement, une des causes, c'est qu'on a ce qu'on fait avec les résidences aujourd'hui, on l'a fait avec les banques et avec les commerces depuis quelques années de plus. C'est-à-dire que dans les années 70, on a sécurisé les banques. Aujourd'hui, vous avez pratiquement plus d'attaques de banques. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas encore quelques-unes par an, mais c'est quand même devenu beaucoup moins des cambriolages à la Spaggiari. Pour ceux qui se rappellent de Spaggiari, il y en a quand même un petit peu moins. Pourquoi? Puisque les banques ont maintenant des systèmes sismiques pour pas qu'on les attaque par le sol.
ont des systèmes d'hyperfréquence ou d'infrarouge pour pas qu'on les attaque par les murs, ont des caméras de vidéoprotection, ont des vigiles, voilà. Et puis en plus maintenant, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a plus d'argent dans les banques. Voilà. Il y a beaucoup moins d'argent. Donc quand je vous parlais tout à l'heure de durcir la cible, c'est un des moyens de lutter contre les cambriolages, mais c'est aussi de diminuer le butin potentiel. On l'a fait avec les banques, ça, aujourd'hui il n'y a presque plus d'argent. Les banques veulent aujourd'hui, à moyen terme peut-être, à court terme, je ne sais pas, veulent faire disparaître les espèces. Vous savez qu'on nous encourage de plus en plus à utiliser les cartes bancaires, voire les téléphones, voire pour payer nos achats. Et donc les banques, on s'en est occupé de façon globale. Ils ont maintenant des télésurveilleurs qui peuvent agir à distance, qui surveillent régulièrement les coffres, qui surveillent régulièrement les entrées, qui surveillent les abords, mais on a la vidéoprotection sur les abords des banques, et donc on a beaucoup moins de cambriolage. Une fois qu'on avait traité le problème des banques, entre guillemets, on a voulu s'attaquer au commerce et aux entreprises, et qui eux étaient devenus des cibles du fait de l'abandon, de l'attaque des banques par les délinquants, enfin du désaveu, peut-être pas de l'abandon, mais il y en avait beaucoup moins. Et puis on s'est attaqué aux entreprises et au commerce, et là on a dit pareil, attention, vous avez certains commerces qui sont très sensibles, ça peut être les bijouteries, ça peut être ne serait-ce que les bureaux de tabac, on n'y pense pas, mais un bureau de tabac, vous faites un très gros butin en très peu de temps, au prix des cigarettes aujourd'hui. Et on a dit, mettez aussi des systèmes qui vont vous permettre de vous prévenir des cambriolages, sinon vous allez vous faire piller régulièrement. Et donc les commerces et les entreprises se sont aussi tournés vers les systèmes de vidéoprotection, se sont aussi tournés dans les systèmes de protection périmétrique, tout ce qui est avant les bâtiments. Et puis on a maintenant des petites alertes qui se font de façon filaire sur les clôtures. Vous avez des barrières hyperfréquences qui permettent de détecter l'intrusion d'un individu dans le terrain, des caméras de vidéoprotection qui deviennent de plus en plus intelligentes et qui sont capables de repérer une intrusion d'une personne. Donc ça, ce sont toutes des choses qui ont permis d'augmenter leur niveau de sûreté. Et vous voyez qu'on avait en 2011 un peu moins de 3500, alors VAMA c'est les vols à main armée, dans les commerces, établissements financiers ou transport de fonds. C'est des catégories bien particulières, c'est vraiment pratiquement les plus attaqués. En 2015 on était à 1680. On a divisé par plus de 2 les attaques de ce type dans les commerces et établissements financiers, dans tous les lieux qui recelaient pas mal d'argent. Les délinquants, ils ne sont pas idiots. On a dit tout à l'heure, le délinquant est un être rationnel. Les auteurs sont intelligents non plus, mais on en a aussi quelques-uns qui réfléchissent, il y a quand même pas mal qui réfléchissent, et ils se sont dit, à ce moment-là, si on peut plus attaquer les banques, si on peut plus attaquer les commerces, ou en tout cas on peut les attaquer, mais on prend plus de risques pour un butin qui sera beaucoup moins, et le risque ça ne nous plaît pas, et le butin moindre ça ne nous plaît pas non plus, et bien on va se reporter sur d'autres secteurs qu'on pourrait éventuellement écumer, et là on arrive évidemment aux résidences. C'est là où c'est le plus facile. Il n'y a pas de caméra vidéo dans toutes les maisons d'habitation, évidemment, il y a pas fréquence, il y a parfois un chien, ça marche ou ça ne marche pas, un chien on peut le libérer, mais il n'y a quand même pas toujours des systèmes très sophistiqués de protection. Alors, aujourd'hui, 8 cambriolages sur 10 se passent entre 14 et 17 heures. On croit souvent que ça se passe pendant la nuit, le cambriolage. Non, les cambriolages qui se passent la nuit, c'est plutôt ceux qui sont en direction des commerces. Évidemment, puisqu'il n'y a plus personne dans les commerces. Donc c'est plutôt l'inverse. Mais 8 sur 10, pour les résidences en tout cas, se déroulent entre 14 et 17 heures. On vole principalement, à 54%, principalement des bijoux. Évidemment, des bijoux, pourquoi? Parce que c'est très souvent très peu identifié et c'est très facilement vendable. Vous vendez une bague ou un collier ou une chaîne en or, vous n'allez pas mettre longtemps pour trouver un client. Si vous vendez ça à un prix correct, ça ne va pas traîner longtemps. Donc, les bijoux. En général, dans une résidence, 2 minutes, ils vont directement sous le matelas. Ah oui, je sais, on est en 2016, bientôt 2017, mais il y a encore des gens qui mettent leur argent sous le matelas, évidemment, pas mal. Et puis, ils vont aussi dans les piles de linge, on vous disait dans le petit film, les piles de linge dans la salle de bain aussi, entre les piles de service. Il y a aussi des gens qui continuent à mettre leur argent là. C'est classique, mais du coup, ils savent exactement où c'est. Et puis, quelques-uns qui sont
qui se sont un peu plus creusé la tête, qui mettent ça dans le pot de farine ou dans un sac. Il y en a aussi qui mettent ça dans la cuisine. Et le cambrioleur, il ne va pas rester 3 heures dans la maison, il va aller tout de suite dans la chambre, tout de suite dans l'armoire et puis tout de suite dans la salle de bain. Après, une fois qu'il aura fait ça, il va penser surtout à pouvoir s'évacuer rapidement et en sécurité. Alors, du matériel IFI, tout ce qui est les petits baladeurs qu'on peut voir, c'est pareil, on est sur du petit matériel qui permet d'être vendu très très rapidement et puis qui permet de se faire de l'argent très facilement et très rapidement. L'informatique qui revient, on en avait moins, mais là quand on parle d'informatique, on parle par exemple des tablettes tactiles, donc il y a de plus en plus de ce genre de la téléphonie, tout ce qui est smartphone, donc, évidemment ça revient aussi, on en avait un petit peu moins, mais là l'informatique revient pour un tiers pratiquement. L'ordinateur portable, non? Ah oui, le portable aussi, bien sûr, oui, ça c'est pratique en ligne. Et puis les télés, c'est un peu plus difficile maintenant parce que les gens ont des écrans de 130 cm. Quand vous sortez de la maison avec des écrans de 130 cm sur le bras, les voisins se demandent un petit peu ce que vous faites. C'est un peu moins discret. Avant c'était dur, il y avait des petites 55 cm, là c'était plus pratique. Et là c'est un peu plus compliqué. Il faut avoir les bras plus longs. Et puis évidemment, du numéraire, pour un cas aussi, puisque à chaque fois on arrive à trouver, alors soit dans les cachettes dont je vous parlais à l'instant, soit directement, tout bêtement, dans le sac à main, dans la sacoche, dans la pochette. Il y a 90% des gens qui rentrent dans leur domicile, qui posent les clés de la voiture sur la petite table où il y a le téléphone à l'entrée, juste derrière la porte de l'entrée, et puis les dames qui posent le sac à main au pied du porte-manteau avant d'aller vaquer à leurs occupations. Donc ça, évidemment, ils le savent aussi. Et puis là, c'est encore plus rapide parce que c'est directement à portée de main. Il n'y a pas besoin de rester longtemps dans la maison. On se doute que dans un sac à main ou dans une sacoche, dans une pochette des messieurs, on va trouver un petit peu d'argent. Normalement, il devrait y en avoir un petit peu. Donc voilà ce qui se vole et quand on le vole. Les documents administratifs, là c'est pareil, deviennent de plus en plus sécurisés, puisque il y a des puces maintenant qui sont, dont on se sert pour présenter ces papiers. On a tous des papiers maintenant qui sont un peu plus sécurisés, les cartes vitales aussi, il y a un tas de documents comme ça, les nouveaux permis par exemple, qui ont plus de signes de sécurité. Vous savez, les signes de sécurité, c'est tout ce qu'on voit en transparence, et par exemple les logos de la République française qui apparaissent sous un certain angle, ou les fils d'argent, les fils de sécurité. Donc ça, on en a moins. C'est paru en septembre 2016, mais ça reposait sur une étude qui a été faite en 2015, toujours par le NDRP. Donc moins de documents administratifs, plus sécurisés, donc c'est vrai, plus on s'adapte à notre domicile. Et puis il y a une chose aussi qui a bien baissé, ce sont les vols d'objets d'art. Là on est quand même sur des vols un peu particuliers, qui sont souvent le fait de commandes préétablies à l'avance. C'est des collectionneurs, c'est des gens qui savent ce qu'ils veulent. Donc on a un petit peu moins. Et puis il faut savoir aussi que les gens qui ont beaucoup d'objets d'art, en général, ils pensent aussi à les sécuriser. Ils ont aussi des systèmes d'alarme, ils ont aussi des systèmes de vidéo qui dissuadent un petit peu, à moins d'être un délinquant un petit peu plus chevronné. Donc là, c'est un petit peu plus difficile à voler. Alors difficile à voler d'une part, et puis surtout difficile à écouler. Vous avez vu par exemple la starlette américaine là, qui s'est fait voler sa bague à 7 millions d'euros, ça va pas être facile à écouler. Vous n'allez pas mettre ça en vente sur le bon coin, non, bague. Là, ça va être compliqué, parce qu'évidemment, tous les réseaux vont être informés, tous les réseaux de diamantaires, de bijoutiers, de grossistes, enfin tout ce qui est dans le milieu du bijou va être informé que si ça vient sur le marché, il va falloir prévenir les fournisseurs, donc ça va être compliqué. Et il faudra leur tailler certainement, parce que ça doit être un diamant, je crois. Quand je sais plus, c'est une pierre précieuse, il va falloir leur tailler autrement, mais ça va être, à mon avis, un petit peu compliqué pour eux. Alors, la délinquance, évidemment, on avait on avait une délinquance locale qui pratiquait surtout du vol d'opportunité, c'est-à-dire tout ce qui était porte ouverte. D'ailleurs, à ce sujet-là, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure quand on parlait des horaires, les assureurs ont aussi constaté qu'il y a de plus en plus de portes ouvertes, que les vols qui s'effectuent dans les résidences sont très souvent faits alors que la porte est ouverte. Il n'y a pas d'effraction, donc là on parle plus de cambriolage, on parle de vol, mais c'est un vol quand même.
et puis ça facilite grandement l'action des cambrioleurs. Donc en 2015, ils ont trouvé qu'il y avait beaucoup plus de... Enfin, ils ont constaté dans les déclarations de vol que les gens déclaraient des vols sans effraction. Ce qui veut dire qu'ils étaient peut-être un petit peu moins prudents. Donc sur la délinquance, une délinquance locale qu'on connaissait, enfin, quand je dis qu'on connaissait, en général que les unités de police ou de gendarmerie connaissaient, et puis qui était plutôt sur du vol d'opportunité avec une revente rapide pour les produits stupéfiants. On volait du matériel illicite, de la téléphonie, un petit peu numéraire, c'était un petit peu ce qui se passait avant. Puis on arrivait par des recoupements, par des enquêtes qui se faisaient, par des témoignages, on avait vu telle personne à tel endroit, ça permettait de recouper un petit peu tout ça, et puis d'aller les chercher. On a aujourd'hui, alors je ne stigmatise pas les pays de l'Est évidemment, mais on a une grosse délinquance qui vient des pays de l'Est, que ce soit Roumanie, Hongrie, Bulgarie, tout ce que vous voulez. Et là, on est sur de la délinquance qui est beaucoup plus structurée et de la délinquance qui est beaucoup plus mobile. C'est-à-dire que vous avez des équipes qui viennent, qui vont par exemple sur la région parisienne, la région lyonnaise, qui font énormément de kilomètres dans une journée ou dans une soirée, et qui vont ratisser comme ça un secteur pendant quelques jours, pendant quelques heures ou pendant quelques jours. Ils vont repartir, ils vont recommencer ailleurs, et puis au bout de quelques mois, ils ne sont pas idiots quand même, ils s'en vont. Et vous avez une autre équipe qui arrive. Donc tout le travail qui a été fait par les enquêteurs de recrutement, de recherche, il est un petit peu mis à mal par le départ de ces gens-là, qui reviendront peut-être plus tard, mais qui ont quitté en tout cas le territoire. Alors là, on est sur de la délinquance plus structurée, on a des équipes de voleurs, on a des équipes de transporteurs, on a des équipes de receleurs. Et je me souviens que dans les années 2000, quand j'étais dans l'Aube, on avait déjà des gens des pays de l'Est qui venaient, et on ne comprenait pas, quand on les interpellait, on ne retrouvait jamais rien sur eux. Jamais aucun bijou, jamais aucun... En fait, au bout de quelques mois, l'enquête a permis de découvrir qu'il y avait bien une équipe qui venait pour cambrioler la résidence. Elle déposait un petit sac avec le butin, en général c'était des bijoux, avec le butin, derrière le monument aux morts de la commune. Elle les cachait à proximité, et le lendemain ou sur le lendemain, vous aviez une deuxième équipe qui revenait pour récupérer ça. Donc c'est pour ça que quand on les interpellait, vous avez été vus sur les cambriolages, vous n'avez rien sur eux. C'est difficile de dire, si on vous trouve dans la rue sans rien, on va pas vous interpeller, puis vous avez. Donc c'était un petit peu, c'était des choses qui étaient déjà bien rodées, et qui nous compliquent forcément la tâche, évidemment. On a besoin sur toutes les de là, on voit que c'est des jeux, je pense qu'ils le font plus. Ils ont d'autres méthodes, ils se recyclent un petit peu, ils font d'autres choses. Donc là, on est sur des choses beaucoup plus structurées, avec en plus l'emploi de mineurs, de plus en plus pour échapper, évidemment, alors ils échappent pas aux interpellations, mais en tout cas, ils peuvent échapper aux condamnations au vu de leur minorité et au vu de la réglementation et de la loi en vigueur. Alors, c'est pas chez nous, c'est dans le sud-ouest, je crois. Une des dernières affaires comme ça qui a été résolue, élucidée par un groupement de gendarmerie. Vous voyez, là, on a 50 cambriolages élucidés. Mais plus de 300 familles d'objets récupérés. Ça veut dire qu'on pense qu'il y a eu au moins, sur cette bande-là, il y en a 50 dont on est sûr, mais on pense qu'il y a au moins 300 personnes, 300 foyers qui ont été visités, au moins. Donc ça vous donne un petit peu l'ampleur dans un secteur, dans un département ou dans une région, l'ampleur des vols qui sont commis. Vous voyez, tout est répertorié, tout est placé sous scellé. On va essayer de retrouver. Alors là, dans ce cas-là, par exemple, il faut savoir qu'on a des sites Facebook maintenant, des pages Facebook, pratiquement dans tous les groupements. Le groupement, c'est ce qui correspond à l'échelle du département. Et là, par exemple, ils ont fait un appel sur Facebook, ils ont publié les photos. On publie maintenant les photos des objets qui ont été saisis, qui ont été récupérés lors des perquisitions et des interpellations. Et puis on essaie que les gens puissent venir reconnaître les bijoux, par exemple, sur photo. Alors après, il faut pouvoir prouver que c'est un soi. Mais bon, parfois vous avez une photo avec la bague que vous portez, ou la chaîne, donc ça peut aider.
pour les gens qui n'auraient pas pris le soin de noter ou de photographier avant, comme je le disais tout à l'heure. Donc là, on est quand même sur des bandes très très organisées, qui vont être interpellés, qui vont être condamnés, et puis qui reviendront quelques plus tard. Ça, on ne le maîtrise pas non plus. Donc ils sont quand même très très mobiles. Hein. Ça ne les dérange pas de faire 300-400 km dans la nuit, et puis de remonter après sur des camps de base qui sont situés soit dans des hôtels, soit dans des résidences hôtelières, des choses comme ça. Et ils essaient de se déplacer quand même assez souvent et assez rapidement, bien sûr. Alors, s'il n'y a pas de solution universelle pour éviter les cambriolages, il y en a quand même une qui marcherait très bien. Je vais vous en parler juste ici. Celle-là, c'est une des solutions pour lutter contre les cambriolages. On n'a pas tous des maisons comme ça, évidemment, hein, mais ça va vous donner une idée un petit peu de ce qui peut se faire. Pour lesquels il faut penser à protéger un petit peu, parce qu'il doit y avoir un petit peu de bien et un petit peu de valeur dedans. Là, vous avez déjà 2-3 petits indices qui devraient vous dire que ce n'est pas une maison comme les autres. Jusque-là, tout va bien. Là, ça commence déjà, quand vous avez déjà un pont-levis qui empêche qu'on vienne depuis l'extérieur pour accéder à la maison, là, vous pouvez vous dire que le chat, il est tranquille, il ne risque pas de se faire kidnapper. C'est gay. Alors, vous allez voir, c'est pas fini, c'est que le début. Des petites caméras qui sont à chaque coin. Et là, la protection périmétrique elle est forcément très très bonne. Mais les protections mécaniques sont pas mal non plus. Je voudrais pas. Les volets sont électriques hein, parce que je ne voudrais pas les fermer tous les soirs et les voilà. On arrive évidemment à un blocos. Il n'y a pas que de l'argent dans les pays. Voilà la maison finie le soir en configuration. Je suis chez moi et j'en bouge plus. Alors, évidemment, c'est un petit trait d'humour. Il faut bien que on ne voudrait pas arriver à ça. C'est un petit peu triste. Et puis, le fait d'être barricadé comme ça dans ce genre de résidence, j'ai envie de dire, ça va vous exposer encore plus à des risques de kidnapping, à des risques évidemment, on se doute que c'est une maison dans laquelle il peut y avoir un petit peu d'argent. Donc, alors c'est la maison idéale pour les victimes. C'est la maison qui normalement devrait être très difficile, enfin pour la cambrioler, pour y pénétrer, ça sera quand même très très difficile. Toutes les maisons sont comme ça. Dans une résidence, on rentre principalement par la porte et par les porte-fenêtres, logique, sur le rez-de-chaussée, parce que là il n'y a rien d'exceptionnel. Un petit peu par les portes de garage, évidemment. Là, par contre, en revanche, les portes de garage sont un petit peu moins sécurisées souvent. Les portes sectionnelles électriques, ça va. Quand on part, à bien mettre de petites targettes horizontales pour les sécuriser. C'est quand même mieux. Quand on part pendant 15 jours ou 3 semaines, on peut en mettre des petits systèmes comme ça, c'est des petites targettes qui se glissent dans les montants verticaux et qui vous la bloquent en position fermée. Ça, c'est pas mal, c'est à faire. Au niveau des portes, évidemment, je vous disais tout à l'heure, les portes sont de plus en plus ouvertes, attention. Au niveau des portes-fenêtres et des fenêtres coulissantes, des baies coulissantes, on a souvent une fragilité juste au milieu ici. Ils arrivent à les désolidariser du bâti principal. Et là, c'est un petit peu compliqué. On verra après qu'il y a des solutions au moins pour les fenêtres. Pour les porte-fenêtres, c'est un peu plus compliqué. Pour les fenêtres coulissantes, il y a des petites solutions toutes simples qui permettent de les sécuriser. Alors, il y a carrément des petits cadenas qui sont faits exprès, hein, des petites fermetures qu'on peut mettre dessus, c'est pas mal. Et puis il y en a une autre toute simple, encore plus simple, qui est pas mal, je vous en parlerai juste après. Et puis les portes annexes. Alors les portes arrière ou annexes, souvent on y pense un peu moins, on pense à sécuriser la porte d'entrée. Vous avez des gens qui installent des portes blindées en porte d'entrée, et puis le reste, évidemment, si vous avez une porte blindée en porte d'entrée, ils vont passer par là, ils ne vont pas passer par celle-là. Un cambrioleur, c'est tout ce qui est résistance à l'effraction, on dit que les meilleurs résistent 15 minutes. Dans une porte, si elle résiste 15 minutes, il y a de grandes chances que le cambrioleur s'en aille. Au bout de 15 minutes, surtout s'il faut faire du bruit, si elle a
une structure assez costaud. Et s'il faut faire beaucoup de bruit, plus vous faites de bruit, plus vous avez de risques de vous faire entendre. Donc au bout de 15 minutes, c'est terminé. Hein. On reprend sa mallette à outils et on s'en va. Donc là, évidemment, une maison comme ça, plutôt que de mettre une porte blindée, je préférerais presque mettre de l'éclairage, de mettre un peu de vidéo, et puis ou alors je sécurise tout, quoi. Mais quand je sécurise qu'une porte sur 10, on dit que là, il y aura forcément un petit souci sur les 9 autres. Et puis, par le toit, 2%, c'est des gymnastes, hein, c'est des gens très agiles. En milieu rural, les vols par le toit, on ne connaît pas ça. Pour sauter d'un toit à l'autre dans un lotissement, il faut être costaud, il faut avoir des bonnes jambes. En revanche, en ville, effectivement, on peut passer d'un toit en autre, et avec les lucarnes de toit, avec toutes les fenêtres de toit qu'on peut voir, c'est assez facile de pénétrer dans les résidences, surtout en été où les gens pensent souvent à verrouiller la porte d'entrée et puis ils laissent les Velux grand ouverts. Alors, il y a les Velux par lesquels il est pratiquement impossible de passer, hein, en raison de la porte, en raison de tout ce qu'on veut, mais il y en a aussi certains où il est très facile de pénétrer dans l'habitation. Et donc c'est un petit peu dommage de laisser ouvert, même quand il fait chaud, évidemment. Donc là, pareil, hein, sur ce type de bâtiment, plus orienté commerce au bureau, ben, je vais aller directement ici, je vais aller directement sur cette petite fenêtre ici qui est sur le côté, et puis éventuellement sur ces trois-là qui sont assez faciles d'accès. Apparemment, je ne pas de voler en plus, celle-là. Donc ça, c'est des cibles, là, ces vitres-là, pour pénétrer dans l'habitation. Classiquement, c'est par là que les cambrioleurs passent. Alors, si juste avant on a vu la maison idéale pour les victimes, là on a la maison idéale pour les cambrioleurs. C'est pas la même. D'ailleurs, on est un petit peu moins pudique, un petit peu moins design. Mais ici, on a tout ce qu'il ne faut pas faire. Le cabanon ouvert avec les outils de jardin. On y trouve ce qu'on veut pour aller soulever la porte, comme je le disais tout à l'heure, le pied de biche, la pioche, enfin tout ce qu'on veut là, pour soulever la baie vitrée ou la fenêtre. On a la fenêtre ouverte pour le chat, là, évidemment, ça aussi, on le voit souvent. Je me balade quand même pas mal en dessous tous les jours. Enfin, je me balade pour le travail, bien sûr, mais je veux dire, je fais quand même pas mal de kilomètres. Je vous assure que ces maisons-là, j'en vois assez régulièrement quand même. La boîte aux lettres qui déborde de courrier, évidemment, c'est une indication pour les cambrioleurs, hein, ça veut dire qu'il n'y a personne. Alors, on le voit un petit peu moins, mais ça peut se voir avec les pubs qui s'amoncellent et qui font déborder, qui remplissent la boîte. On peut le voir. La clé sous le paillasson, on en a parlé tout à l'heure. Je ne vous ferai pas la de demander qui ce soir ici met la clé sous le paillasson. Vous ne répondez pas, surtout que les autres ne le sachent pas. Mais je pense que, allez, j'imagine qu'il y en a bien quelques-uns quand même. Ici, le petit mot sur la porte, je reviens dans 10 minutes. Alors surtout dans les secteurs ruraux, hein, je ne dis pas qu'en ville, on ne pense plus ça. Enfin, dans les zones très très urbanisées, dans les immeubles, vous ne voyez pas ça. Hein. Dans le 93 à Paris, vous n'avez pas, je reviens dans 10 minutes, sur la porte de l'immeuble, hein. C'est pas possible. Hein. Mais ici, on se dit, on est en retour, il ne se passe rien, c'est tranquille, c'est pas Chicago. Oui, c'est vrai, mais il y a quelques petits... Ici, vous avez aussi une grande spécialité en milieu rural, hein, dans nos départements. Le petit sac de pain qui est accroché à la porte ou qui est devant. Évidemment, le cambrioleur qui passe dans la rue, le matin, il se dit forcément, il n'y a personne. Sinon, il ne laisserait pas le pain dehors. Les pieds, c'est dans le sac. Les clés du... Ah bah les clés, Voilà, le sac. j'ai rien entendu là. Si les clés de la maison sont en plus dans le sac, c'est encore mieux. Pour le cambrioleur, c'est idéal. Non mais souvent ça c'est une indication que le cambrioleur quand il passe, tout de suite, hein, il a besoin de rien faire. Hein. Il n'a même pas besoin d'aller frapper à la porte pour savoir s'il y a du monde. Il dit ici c'est bon. Si le boulanger ou la boulangère met le pain dehors, c'est que forcément les gens travaillent et qu'il n'y a personne au moins le matin. Alors c'est peut-être des gens qui travaillent le matin et qui viendront l'après-midi, mais au moment où on passe, au moment où on voit ça, on sait qu'il n'y a personne. Donc les volets roulants, très souvent, alors, on a pas mal de volets PVC hein, qui ont été installés dans les résidences depuis quelques dizaines d'années. Il faut savoir que les volets roulants, il ne faut pas les laisser en position semi-ouverte. Soit on les ferme, soit on les ouvre. Pourquoi? Parce que ça laisse une prise assez facile, et puis on arrive à casser tous les petits ergots de maintien. C'est-à-dire qu'on peut prendre un peu d'élan, le remonter d'un coup sec, et puis... alors c'est pas toujours terrible ça en matière de sûreté. Soit on le laisse ouvert, si on fait le choix de laisser ouvert, parce qu'il y a toujours des gens qui me disent, je pars le matin au travail, est-ce que je laisse ouvert ou est-ce que je ferme mes volets?
moi j'ai envie de dire sur les façades visibles, laissez ouvertes. C'est la prévention au moins la journée, pas la nuit évidemment, au moins la journée. Et puis sur les façades arrière, de toute façon, s'il n'y a pas de vue, si les voisins ne sont pas là, fermer les volets, ça les obligera à faire du bruit. Comme je disais tout à l'heure, s'ils sont obligés de casser un volet pour rentrer, ça va les obliger à faire du bruit. Donc là, forcément, il faut plutôt fermer les volets sur l'espace arrière de la maison, celui qui est le plus à l'abri de la guerre. Et puis vous avez, je vous en parlais, hein, sur les toits, les Velux ou les chiens assis là, qui sont ouverts. Ici aussi, alors vous avez ça très souvent, quand on n'a pas de place dans son garage, on met l'échelle sur la terrasse derrière, juste devant la terrasse. Donc ça c'est aussi... alors on pense à fermer tout le bas, et puis évidemment, on laisse ouvert en haut. On n'a plus qu'à prendre l'échelle et puis à grimper pour pénétrer dans l'habitation. Et puis, quelques vols qu'on a dans les garages et dans les dépendances. C'est pareil, un garage, quand on en a un, quand il a une porte, alors je sais bien que des fois c'est difficile, on a beaucoup de bazar dedans, on ne peut pas rentrer la voiture, on ferme la porte à moitié comme ça. Mais je trouve que c'est un petit peu dommage quand on a une porte qui verrouille de s'en passer et puis de la laisser grande ouverte. Ça laisse encore une occasion supplémentaire d'y pénétrer et d'y commettre au moins un cambriolage, voire même un vol de la voiture si on n'a pas fermé la porte devant et qu'on a retrouvé, comme je le disais tout à l'heure, la clé de la voiture sur la petite table à l'entrée. Donc ça évidemment, attention à ça. Donc là c'est la maison dont le cambrioleur rêve, parce qu'ici il va faire une affaire formidable ici. Alors, évidemment, on ne peut pas tout protéger. Hein, la maison tout à l'heure, elle était surprotégée. On a quand même néanmoins des protections mécaniques qui peuvent être mises, et on en parlait dans le petit film tout à l'heure, notamment sur les grilles, sur les fenêtres qui sont au rez-de-chaussée, hein, principalement les fenêtres du garage ou les fenêtres du sous-sol. Ça évidemment, d'ailleurs, souvent les assureurs l'imposent. Des grilles de défense sur ces fenêtres-là. Et puis, on a d'autres dispositifs qui permettent de lutter. On a vu l'entrebâilleur tout à l'heure, le viseur optique, les petits viseurs qu'on a sur les portes, là, le visiophone, enfin tout ce qu'on veut. Mais ça permet de ne pas ouvrir à n'importe qui et d'avoir une première barrière déjà et de pouvoir vérifier qui se présente à la porte. Donc ça, le petit viseur, c'est pas mal. Ça ne coûte pas grand chose et puis ça permet de discriminer qui peut rentrer ou pas, c'est déjà pas mal. Alors toutes ces mesures mécaniques, évidemment, on a parlé dans le petit film, hein, sur les barrières, sur les portails qu'on peut avoir, sur la porte, sur tout ce qu'on veut. Et puis il y a aussi des mesures électroniques dont je parlerai aussi. La vidéoprotection qui est envisageable dans une résidence, évidemment. Ça se fait aussi, c'est des systèmes qui sont moins dimensionnés que ceux des communes, évidemment, hein, c'est des petits systèmes qui sont plus faciles à mettre en œuvre, mais qui dissuadent aussi les délinquants de rentrer, puisque ça nous facilite, nous, l'enquête, et ça nous c'est quand même plus facile pour les suites des investigations, quand on a des images, en tout cas. Il faut savoir que les images, je vous en parlerai tout à l'heure, ne sont pas mises en cause par la justice. C'est une preuve qui est acceptée par les tribunaux, qui est suivi par les tribunaux. Alors sur les serrures, évidemment, on a, quand les cylindres débordent trop, les cylindres de serrure, quand ils ne sont pas affleurants, comme ici, vous voyez, quand ils débordent trop, avec une pince étau, ils mettent la pince comme ça, ils donnent un coup, et ça casse le cylindre en plein milieu. Sur les cylindres j'allais dire de mauvaise qualité, mais bon, c'est peut-être 90% des cylindres qu'on trouve. Sur les cylindres de premier prix, il y en a qui sont un peu plus sécurisés et qui ont des renforts dedans. Mais ceux-là, les cylindres classiques, si vous voulez, ils sont creux au milieu. Donc forcément, puisqu'il faut laisser passer le mécanisme de la serrure, forcément il y a une fragilité ici qui fait qu'on peut le casser facilement. Alors, ils essaient de les percer aussi, évidemment, hein, pour avoir accès au système de fermeture, ou ils arrachent carrément les platines pour les platines qui ne seraient pas très solides. Alors cette poignée-là, par exemple, tout simplement, elle a plusieurs vertus. Hein, c'est que le cylindre, il est bien affleurant. Il n'y a pas moyen de le casser, là, c'est impossible, évidemment. C'est en plus des systèmes qui sont prévus pour résister au perçage ou au crochetage. En plus, et puis, cette poignée-là, elle a une autre vertu, c'est que c'est ce qu'on appelle une poignée automatique. C'est-à-dire que quand vous êtes chez vous, une fois que la porte est fermée, personne ne peut rentrer. Vous n'êtes pas obligé de verrouiller. Puisque
il n'y a pas de poignée à l'extérieur. Il n'y a pas de poignée qui permet d'ouvrir la porte, en tout cas. Une poignée qui permet de tirer la porte quand elle est déverrouillée, enfin à moitié ouverte, mais pas ça. Évidemment, il ne faut pas oublier ses clés quand on sort dans le jardin, parce que sinon on a un petit peu de mal à rentrer. Mais c'est un petit inconvénient, ça. Une fois qu'on a l'habitude, on a les clés sur soi. Ça vous permet d'être par exemple dans le jardin et puis pas avoir forcément à penser à verrouiller la porte. Une fois qu'elle est tirée, c'est fini. Donc ça, c'est pas mal. Évidemment, on vous disait tout à l'heure, si vous perdez vos clés, et si vous perdez vos clés, changez les serrures, mais ça c'est tellement évident. Et j'ai envie de dire, si vous déménagez, si vous emménagez dans une résidence, en location, rien ne vous empêche de changer les serrures aussi. Enfin, la serrure, je dirais, dans une location, vous n'avez pas que la serrure, mais au moins la serrure principale. Vous ne savez pas si les différents locataires d'avant n'ont pas gardé les clés. C'est pas impossible. C'est un loup, puisque ils sont obligés de redonner à l'agence le nombre de